Donc je remercie beaucoup Tania Angelov et Annie Fouquet, disons, d'avoir bien voulu accepter de se livrer à cet exercice, au fond, d'un rapport d'étonnement, peut-être plus qu'une synthèse véritable. Quelles sont les questions clés qui chacune, peut-être Tania plus dans le registre de la recherche et Annie Fouquet plus dans le registre, disons, de l'action de la société civile, les ont frappées lors de nos débats. Alors Tania Angelov est sociologue, maître de conférences à Paris-Dauphine. Elle a beaucoup travaillé sur la question du temps partiel, un marché de dupes, comme elle a intitulé son ouvrage. Annie Fouquet est inspectrice générale des affaires sociales, elle est économiste et statisticienne. Elle a été, entre autres, parce qu'elle a une longue et riche carrière, directrice du Centre d'études de l'emploi, directrice de la DARES, et ses nombreuses publications sur le travail domestique et plus récemment sur les contrats sociaux entre les sexes dans les pays de l'Union européenne, pour ne citer que cela, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, font autorité. Alors je les remercie beaucoup, toutes les deux, d'être là, et je donne tout de suite la parole donc, à Tania Angelov. Cette synthèse par une phrase introductive qui me semble résumer le débat d'aujourd'hui et qui reprend ce que disait Michel Perrault dans un autre contexte, dans ces termes exacts. L'égalité est une rupture avec l'évidence, disait-elle. L'évidence, c'est l'inégalité. Et il me semble que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui va dans ce sens, c'est-à-dire que par leurs travaux, les chercheurs et les chercheuses, par leur politique, les acteurs et les actrices publiques du changement, cherchent tous, chacun, chacune à sa manière, à rompre avec l'évidence. Or, rarement les ruptures se font en douceur. Et pour rebondir sur la conclusion de Françoise Milewski, aucune rupture n'est irréversible. Sans compter que les ruptures ont aussi des noyaux durs, donc des noyaux irréductibles, comme le portait le titre d'aujourd'hui. Alors, que nous ont dit les intervenants en deux temps? Première idée forte, il y a des changements incontestables dans le sens d'un rééquilibrage du statut des femmes par rapport aux hommes. Donc, premièrement, changement en matière d'emploi, de famille, d'éducation. Sur ces questions, la recherche nous indique un cadre général qu'a introduit Margaret Mariani. Ces changements se sont déclinés pour les femmes en termes de tertiarisation de l'économie qui a permis leur introduction persistante, durable sur le marché du travail, salarisation aussi des femmes et continuité des trajectoires plus grande qu'il y a 30 ans. Quatrième élément, croissance de la scolarisation des femmes. On a aujourd'hui, plusieurs intervenants en sont convenus, plus de filles diplômées et ces filles réussissent mieux que les garçons. Troisième élément, au sein des couples, on assiste sinon à plus d'égalité, du moins à une plus grande conscience des inégalités. Alors en dépit de la crise économique persistante, ce qui peut nous surprendre, c'est qu'il n'y a pas de remise en question de ces évolutions positives, pourrait-on dire, en matière d'égalité. Alors, dans un premier temps, ça peut apparaître comme un paradoxe, mais ce serait oublier que, loin de se résorber, les inégalités ont évolué. Alors, quelles sont les principales évolutions concrètes en termes d'action ? Avant d'en venir aux évolutions, Marie-Thérèse Langtin en a fait état. Le droit international en général, le droit communautaire en particulier, ont influencé ces changements. En matière de discrimination indirecte, notamment, le droit européen, à la fois, est entré en conflit avec le droit national français et pousse ce dernier au changement. À l'échelle plus micro, pourrait-on dire, certaines entreprises tentent de prendre acte des inégalités et de mettre en œuvre des mesures concrètes. Et à cet égard, l'intervention de Pascal Bernard le montrait bien, les directions des ressources humaines, notamment, sont un fort levier de changement lors de recrutement ou lors des évaluations qui, d'un point de vue sociologique, ne sont pas du tout objectives, sont objectivées, mais sont construites socialement. Changement aussi en termes de parité, de mixité. Pour le dire très rapidement, plus de mixité dans les emplois, parfois avec des surprises heureuses. Quand les femmes investissent des métiers d'hommes,
sans être discriminés par cet investissement. Une très belle thèse qui a été publiée par Geneviève Pruvot sur la mixité dans la police en fait état. Les femmes dans la police non seulement ne sont pas discriminées, mais entrent aux postes les plus qualifiés. Alors c'est peut-être aussi la crainte de donner aux femmes l'accès à l'exercice direct de la violence légitime, donc on leur en donne le commandement, mais c'est quand même un facteur positif. Autre facteur de changement en termes de parité, de mixité, une réelle prise en compte institutionnelle des inégalités et une volonté d'y remédier. Là encore, à cet égard, l'Europe apparaît comme un moteur en la matière et permet d'envisager ces questions plus concrètement que le droit français. Troisième élément, il nous a par ailleurs été rappelé par Rachel Silveira que la mixité et la parité étaient des outils, non une fin en soi, ça me semble important à retenir. Et enfin, la parité au sein des couples en matière de travail domestique, François Singly l'a évoqué, et il l'a évoqué comme un facteur important du changement, à savoir que cette plus grande parité se fait par la négociation. Autrement dit, l'égalité dans les couples n'est jamais implicite, elle se négocie, et donc elle se négocie peut-être plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Dernier élément très bref avant de revenir sur les résistances au changement, les changements en matière de salaire, de qualification. Ayant constaté le différentiel de salaire et de qualification dans une carrière professionnelle entre les hommes et les femmes, ce différentiel est apparu objectivement inexplicable, pour ne pas dire moralement injustifiable, et en conséquence, il est devenu légitime d'essayer d'y remédier. Donc oui, les écarts se sont réduits, même s'ils ont persisté, on va y venir dans un second point. Donc, qu'est-ce qui résiste le plus? C'est la deuxième question que j'aimerais poser. Si on la pose de manière quantitative, qu'est-ce qui résiste le plus? Ou pour poser la même question de manière qualitative, comment expliquer la résistance au changement? Premier point en matière d'éducation, de travail et de famille, une première idée. Il serait erroné d'envisager ces trois réalités, éducation, travail et famille, séparément. Et un terme est revenu de manière récurrente dans le débat, le terme de stéréotype, et cela dans tous les domaines sociaux, dans toutes les sphères sociales, aussi bien autour de la table que lors des questions posées par la salle. Donc c'est difficile à appréhender, cette question des stéréotypes, et pourtant ils sont bien lisibles dans les faits. Deuxième idée, en liaison avec cette question des stéréotypes, il y a une tolérance sociale qui est différente, qui s'opère différemment en fonction des catégories. Une tolérance plus grande en ce qui concerne les femmes par rapport aux hommes, en fonction de l'origine ethnique, aussi en fonction de l'âge. Donc pour le dire en d'autres termes, ce qui résiste, c'est ce qu'on pourrait qualifier de mythe social, qui renverrait à l'image de ce que Francine Muel-Dreyfus a appelé l'éternel féminin. Aussi bien dans l'éducation, le travail, la famille, il y aurait ce mythe de l'éternel féminin, c'est-à-dire le mythe de l'illégitimité récurrente des femmes par rapport aux hommes. En matière de mixité, d'égalité dans l'emploi, qu'est-ce qui résiste? Première idée, ce qui résiste est peut-être en lien avec ce que Marie-Thérèse Langtin rappelait dans le cadre de la première question qui lui avait été posée. Le noyau dur des résistances à l'égalité est peut-être lié à la conception même de l'égalité qui ne va pas de soi en France, où la conception des droits est universaliste, entendons historiquement avec la Révolution française, où la conception des droits est pensée et conçue de manière neutre, c'est-à-dire est conçue sur le mode masculin. Deuxième idée, ce qui résiste en matière de mixité et d'égalité dans l'emploi serait dû à un déni de la discrimination. Et les deux tables rondes sont revenues sur ce point. Daniel Mulders l'a rappelé, les femmes elles-mêmes, dans une enquête, dénient cette discrimination. Autrement dit, elles intériorisent l'inégalité. Et cette intériorisation de l'inégalité n'est peut-être pas l'ennemi principal, mais c'est un ennemi non négligeable et puissant. Pourquoi? Parce qu'il avance masqué, puisqu'il avance de manière inconsciente. Intériorisation aussi des hommes dans cette histoire. Enfin, les résistances en matière de salaire, de temps de travail, de chômage et de précarité. Deux idées là encore. La première, les écarts de salaire persistent
en raison même d'un stéréotype, une fois encore, c'est-à-dire, Rachel Silvera le rappelait, que les femmes travailleraient toujours pour un salaire d'appoint. C'est une sorte d'ombre qui plane, d'illégitimité, là encore, sur le travail féminin. Cet écart de salaire est au cœur des inégalités, nous a dit Rachel Silvera. Il est, me semble-t-il, à mettre en lien, et c'est la seconde idée, avec le temps de travail, plus souvent partiel pour les femmes qu'à temps plein. Et cette question du temps partiel est plusieurs fois revenue dans le débat sous différentes formes. C'est un noyau dur, c'est un noyau d'autant plus dur, ce temps partiel, qu'il est peu visible. Parce que le temps a une valeur objective, on peut l'objectiver, c'est le temps de l'horloge, on le compte, et donc il vise de manière très subtile à, là encore, délégitimer les femmes ou à légitimer les inégalités. Donc ce temps de partiel apparaît comme un pivot des inégalités, inégalité de salaire, inégalité de temps de travail, inégalité de chômage masqué, puisque ça renvoie à un sous-emploi, et enfin inégalité en termes de précarité, puisque 80% des salariés à temps partiel sont des femmes et que 80% des travailleurs pauvres sont des femmes. Donc pour conclure, on peut s'interroger, je le ferai d'un point de vue sociologique, ce qui fait et défait les normes et les pratiques sociales ne se conçoit pas sans les représentations sociales, qu'on les appelle représentations sociales, stéréotypes sociaux, préjugés ou images mentales. Donc ces représentations portent ces pratiques, en même temps elles en portent la trace aussi, et elles sont donc à concevoir dans un va-et-vient avec les pratiques sociales. Donc comment sortir de ces représentations? Eh bien, comment se départir, autrement dit, de ces préjugés? Deux pistes au moins sont apparues aujourd'hui. Une piste qui viserait à inverser le regard scientifique notamment, Margaret Mariani le rappelait, on a longtemps étudié les inégalités en partant de la famille, en regardant vers l'emploi. Une inversion du regard consisterait à faire l'inverse, à regarder justement ce qui se passe et quels sont les effets produits par les inégalités qu'on observe sur le marché du travail, dans la famille, dans l'éducation. Deuxième piste, j'ai été frappée aujourd'hui par, sinon l'harmonie, par le fait que la recherche donnait la main aux acteurs du changement. Donc il y a là un respect entre le savant et le politique, mais aussi une communication peut-être à développer. Et à cet égard, j'ai été très intéressée par le débat qui a eu lieu entre Maryse Dumas et Marie-Thérèse Langtin sur ce que disait Maryse Dumas sur les discriminations qui seraient en fait appréhender de manière individuelle, ce caractère individuel, et la réponse de la juriste et de la chercheuse Marie-Thérèse Langtin sur l'action à mener si on appréhende ces discriminations de manière indirecte. Voilà, ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'est ce que je... Moi, je vais changer de registre. Je vais plutôt faire ce que tu as appelé tout à l'heure un rapport d'étonnement. J'ai entendu un certain nombre de choses et je vais réagir de façon un peu personnelle, compte tenu de mon histoire professionnelle et personnelle. Une chose est apparue très fortement dans toute cet après-midi, c'est la notion de combat permanent, jamais gagné pour l'égalité. Et je rajouterai l'autonomie, qui était un mot qui a été venu de la salle. Je vais reprendre aussi un autre argument qui a été dit par Madame de Agritech là, sur la formation des jeunes ingénieurs. Les jeunes filles n'ont pas conscience de ce qui les attend. Et je voudrais là-dessus remercier beaucoup l'Institut Émilie du Châtelet pour justement sa fonction de transmission d'un certain nombre de combats ou d'avancées qui ont pu avoir eu lieu dans l'histoire des femmes et de l'égalité femmes-hommes et qui me paraissent très importantes. Parce qu'en effet, les jeunes filles, j'ai pu le constater dans d'autres enceintes, ne savent pas l'histoire des femmes. Et c'est une histoire qui n'est pas racontée. Ma grand-mère s'est battue pour avoir le droit de vote. En 1946, on a eu le droit de vote. Et je me souviens très bien que ma mère m'emmenait pour me montrer ce que c'était que le vote, parce que c'était important qu'une petite fille sache que les femmes votent. Et je me suis étonnée à cette époque, d'ailleurs, qu'elle ne vote pas dans la même école, qu'elle aille à l'école des filles, alors que mon père allait voter à l'école des garçons. Et j'ai appris qu'elle ne portait pas qu'on votait suivant son nom de jeune fille. Ce qui était tout un apprentissage des droits civiques, y compris de la transmission du nom.
Ma mère s'est battue, elle a fait 5 enfants, pour le planning familial et pour avoir le droit de réguler les naissances. La génération suivante, qui est plutôt la mienne, a contribué à faire sortir le travail domestique de l'invisible. Et avec d'autres, nous avons appelé ce qui s'appelait à l'époque des activités ménagères ou des tâches domestiques. Nous leur avons donné le nom de travail domestique, et je remercie beaucoup Claire Villiers d'avoir repris ce terme, tout en disant qu'elle le critiquait. Je suis d'accord avec la critique. Mais je pense qu'à l'époque, c'était un moment politiquement fort. Il s'agissait de faire reconnaître que les femmes avaient une double journée. Les femmes qui étaient de plus en plus salariées avaient, entre guillemets, une double journée de travail. Et donc de faire reconnaître que ces activités invisibles, qui étaient dans l'ordre du domestique, du normal, de l'inné, du naturel, puisque c'était les femmes qui le faisaient depuis toujours, pouvaient être qualifiées comme le travail salarié, comme l'activité salariée qui, elle, est un travail reconnu. Et cette reconnaissance est passée par une quantification non seulement en temps, mais également en monnaie, de façon à pouvoir lui donner le même statut apparent, construit, fictif, d'un salaire. Il ne s'agissait pas de se battre pour le salaire domestique du tout, mais il s'agissait de montrer, par un chiffre comparable au produit intérieur brut, l'importance de ce travail. Et du coup, il est sorti de l'invisible parce qu'on l'avait appelé travail domestique. Bien entendu, il n'était pas, et ça Claire Villiers l'a très bien dit tout à l'heure, on ne travaille pas chez soi dans les conditions collectives d'un contrat de travail, d'un emploi assorti de conventions collectives qui organisent le temps, la durée et les conditions de rémunération. On est dans un contrat du code non pas du code du travail, mais du code de la famille, où les conditions sont tout à fait différentes. La rémunération, s'il y en avait une, dépend plutôt du niveau de salaire, du niveau de revenu du mari. C'est ce que, en tout cas, stipule la jurisprudence en matière de divorce, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont assez différentes. Ça, c'est un peu, mais cette importance, je dirais, du travail de mémoire de génération en génération, il reste toujours à faire. Et on le disait dans la séance précédente de la semaine dernière, que ce travail n'est généralement pas fait dans l'apprentissage historique, dans l'histoire que l'on raconte. Cette histoire manque. Et je voudrais insister sur cette importance que moi, qui est comme pour moi un remerciement que j'adresse à ma grand-mère, à ma mère, etc., sans parler de l'arrière-grand-mère qui militait à l'AFTU. Voilà. Alors, maintenant, je vais en revenir à mon deuxième étonnement, enfin pas étonnement, mais rappel rapide de ce que Françoise Barré-Ducrot avait appelé l'adhésion paresseuse à un faux universalisme. Et je crois qu'en France, et ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui encore, la loi française voulait... nous sommes tous des individus égaux en droit, puisque nous sommes citoyens. Nous n'étions pas égales en droit jusqu'en 1946, néanmoins en droit civique. Et c'est dans les politiques de l'emploi, qui est une autre partie de mon expérience, il y a eu une hésitation permanente et un pôle entre le familialisme d'un côté et la protection de l'enfant, qui est la première époque, je dirais, où s'il y a eu une protection des lois, des actions positives en faveur des femmes, elles étaient liées à la condition de mère. Je pense à toute la première époque des années 80, où il y a eu un certain nombre d'actions positives en faveur de l'emploi des femmes, mais qui étaient encore assez liées à une situation des femmes qu'il fallait aider parce qu'elles étaient soit mères, soit... en situation de reprise de travail. Et les montants dépensés faisaient à peu près 1% de la politique de l'emploi. Mais néanmoins, il y avait des actions. On a créé le service des droits des femmes, il y avait des bureaux d'accueil et d'information, certains demeurent encore, un certain nombre d'actions. Dans les années 90 est revenu en force l'universalisme. Et au nom de l'universalisme, on a supprimé les mesures positives, les actions positives en faveur des femmes. Un certain nombre des actions qui avaient été inventées dans les années 80 ont été supprimées. Et à ce moment-là, au nom de la neutralité, il n'y a aucune raison de donner une place spécifique. Il y a des emplois qui se multiplient, qui sont de plus en plus nombreuses, des aides à l'emploi marchand, des aides à l'emploi non marchand, inutiles, ça s'adresse à tous. Et on a vu chuter la part des femmes dans ces types d'emplois.
dans les secteurs marchands et non marchands. Ensuite est arrivée, et je dirais autre forme de neutralité, c'est ce que Maryse Dumas a rappelé plusieurs fois, c'est toutes ces mesures très générales d'allègement de charges, de mesures générales de baisse de cotisations sociales sur un certain nombre d'emplois, et notamment d'emplois de services, ou de primes pour l'emploi, ou de généralisation d'un certain nombre d'aide aux plus défavorisés, mais il se trouve que finalement c'est toujours les femmes. Donc on ne les nomme pas, mais elles se retrouvent dans ces situations de pauvreté, d'inégalité forte face à l'emploi et aux revenus. Je n'y reviens pas. Et dernière période, c'est la période, je dirais, et je veux terminer par là, de l'impact de la pensée, on va dire, européenne, parce qu'à la fois des directives, il y a aussi, et ce que j'ai plus vécu, c'est la stratégie européenne pour l'emploi, qui a insisté pour faire des plans nationaux pour l'emploi avec des lignes directrices. Donc, dans la première série de celle de 98, sur 4 grands objectifs de la politique que chacun des pays devait mettre en place en matière de politique d'emploi nationale, il y avait ce qu'on appelait le gender mainstreaming, c'est-à-dire que toutes les mesures devaient s'intéresser à la question du genre, quelle qu'elle soit. Et ceci a obligé finalement à porter un regard précis par des indicateurs chiffrés, dans une optique un petit peu de résultat, quelle que soit la méthode que vous utilisez, que vous soyez belge, français, italien ou danois, vous devez augmenter la part des femmes dans l'emploi. Et ceci a permis une remontée partielle, pas durable d'ailleurs, des femmes dans les dispositifs. Mais dès qu'on oublie de mettre l'accent, ça retombe. Et donc c'est un combat permanent. On a beaucoup parlé. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit sur la jurisprudence européenne et ce que Marie-Thérèse Langtin puis Sylvie Kern ont rappelé, qui me paraît très importante. Cette façon, maintenant, grâce à cette autre façon de concevoir les lois, d'avoir pour les femmes des outils à leur disposition, de nouveau, pour lutter contre la discrimination, y compris les discriminations statistiques ou indirectes. On démontre la discrimination dans l'entreprise par des statistiques, et donc la discrimination est collective, elle est globale, et cette inversion de la charge de la preuve me rappelle curieusement, et j'en finirai par là, par une interrogation, le changement fondamental et la création du droit du travail en 1894, quand la loi sur la responsabilité en matière d'accident du travail a transformé la charge de la preuve. Et on est passé, alors que jusque-là, si je tombe dans un chantier, je me casse la jambe, c'est de ma faute, j'avais quand même pas tombé. À partir de 1894, la responsabilité est celle du chef d'entreprise ou du donneur d'ordre qui devait organiser le travail de telle sorte que je ne tombe pas. Et à partir de ce moment-là, c'est le début de la création du Code du travail avec des responsabilités différentes, une reconnaissance de la subordination, entre guillemets, du salarié dans l'entreprise, et donc soumis à d'autres formes de loi. Et c'est la naissance du Code du travail. Je me demande si cette inversion de la charge de la preuve aujourd'hui que nous vivons en matière de discrimination entre les femmes et les hommes n'est pas le début de quelque chose d'autre que je ne sais pas nommer parce que je n'ai pas le recul historique suffisant, mais l'histoire peut-être nous apprend là quelque chose. Et je voudrais donc conclure sur l'importance de la transmission historique, qui est une façon aussi de nous rappeler où nous sommes et où nous allons, et nous permettre de comprendre où nous allons. Merci. Alors voilà, c'est la fin. Eh bien, je voudrais d'abord, très sincèrement, avec Margaret Marvani, remercier tous les intervenants de toutes les tables rondes, car vraiment, je crois qu'ils ont eu la gentillesse de s'insérer dans, comment dirais-je, les objectifs que nous leur proposions et de répondre, disons, à ces questions. Je remercie beaucoup Françoise Milewski de cette animation brillante qu'elle a fait lors de la deuxième table ronde. Nous remercions avec Margaret. Voilà, merci à tous, merci à Tania, merci à Annie, merci évidemment encore une fois à tous les participants et au public que vous êtes, sans qui évidemment on ne pourrait pas réussir ce genre de journée, c'est absolument évident.